Bonjour et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Je m'appelle Annie-Florence Céline, je suis infirmière consultante au sein du groupe de la confiance envers les vaccins à l'Agence de la santé publique du Canada. Je serai votre animatrice pour la journée aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire de l'Agence de la santé publique du Canada. Nous tenons à remercier Canvax, notre hôte, pour nous avoir aidé à organiser ce webinaire aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais vous mentionner quelques points d'ordre administratif. Canvax offre ce webinaire par l'intermédiaire de Zoom. Si vous avez des problèmes techniques avec Zoom, envoyez un courriel à l'adresse canvax@cpha.ca, tel que sur la diapositive. Canvax fera de son mieux pour vous aider. L'événement d'aujourd'hui se déroule en direct et enregistré. L'enregistrement du webinaire et les diapositives de la présentation seront disponibles sur le site web de Canvax peu après l'événement. Les dernières 20 minutes du webinaire seront consacrées à une période de questions et réponses. Nous vous invitons à utiliser l'onglet « Questions et réponses » au bas de l'application de Zoom pour poser vos questions durant l'événement au sujet de l'interchangeabilité des vaccins contre la COVID à l'intention de nos experts. Je vous remercie aussi d'avoir répondu en grand nombre à notre appel, à vous demander quelles questions vous aviez à l'avance avant le webinaire. Il se peut que nous n'ayons pas le temps de répondre à toutes les questions qui nous seront posées durant le webinaire, en raison des limites de temps que nous avons. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos conférenciers pour le webinaire d'aujourd'hui. La Dr Jocelyne Zafak est une épidémiologiste principale à l'Agence de la santé publique du Canada. Elle travaille présentement sur la sécurité des vaccins. Elle est également chargée de cours en modélisation statistique et épidémiologie au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval. Elle fait partie du Comité des mesures populationnelles COVID-19 de l'Institut national de santé publique du Québec. Elle a travaillé sur l'immunisation et les maladies infectieuses au Centre de recherche CHU de Québec, Université Laval. Notre conférencier suivant est le Dr Martin Lavoie, qui a complété ses études en médecine et sa spécialisation en santé publique à l'Université de Montréal en 1996. Il est un associé du Collège royal des médecins du Canada en médecine communautaire. Il a joint le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique comme directeur provincial adjoint de santé publique en juillet 2020. Dr Lavoie a débuté sa carrière au Québec. Il est ensuite occupé un poste de directeur général de santé publique, puis le poste de directeur provincial adjoint de santé publique en Alberta. Il a aussi assumé le rôle de directeur provincial en santé publique. Au fil des ans, Dr Lavoie a dirigé ou participé aux travaux de divers comités et groupes de travail au niveau fédéral, provincial, territorial, incluant le Comité consultatif national de l'immunisation, un comité duquel il est le membre de liaison représentant le Conseil canadien des médecins hygiénistes en chef. Notre troisième présentatrice est la Dr Robin Harrison, qui est spécialiste des maladies infectieuses. Elle travaille à Edmonton, en Alberta. Elle est conseillère des maladies transmissibles pour le programme de santé et sécurité en milieu de travail à l'échelle de la province pour l'organisme de santé publique Alberta Health Services, un poste qu'elle occupe depuis 2009. Elle a également exercé un rôle de conseillère pour le programme de santé et de sécurité au travail de Covenant Health entre 2008 et 2014. La Dr Harrison s'intéresse vivement à l'élaboration de politiques et de soutien à l'intention des cliniciens pour prévenir la transmission des infections dans les milieux de soins de santé. Membre du comité consultatif de l'Alberta sur l'immunisation, elle participe au groupe de travail pour la prévention des infections dans la province de l'Alberta, y compris les travaux antérieurs sur la grippe pandémique H1N1 en 2009 et la grippe aviaire en 2014. À l'échelle nationale, elle travaille avec l'Agence de la santé publique du Canada en tant que membre du groupe de travail chargé de l'élaboration des lignes directrices pour la prévention et la lutte contre les infections professionnelles dans le domaine de la santé, afin de mettre à jour les lignes directrices sur la prévention et le contrôle des infections fondées sur les données probantes et de les diffuser. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît.
Alors, sans plus tarder, je passe le bâton à Dr. Zafak afin de commencer la présentation. Prochaine diapo. Merci Annie de m'avoir passé la parole. Donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, les 3 panélistes ainsi que la modératrice, nous n'avons pas de conflit d'intérêt à déclarer. Prochaine diapo. Dans les objectifs de la présentation d'aujourd'hui, c'est de définir de quelle manière le Comité consultatif national de l'immunisation, que je pourrais appeler CCNI, fournit des conseils en réponse aux questions de l'Agence de santé publique du Canada, qui est noté ASPC, concernant l'immunisation. Donc, comme deuxième objectif, on va examiner le corpus scientifique actuel de données probantes sur l'interchangeabilité des vaccins contre la COVID-19. Et puis, nous terminerons notre webinaire avec une explication des recommandations du CCNI sur l'interchangeabilité des vaccins contre la COVID-19. Prochaine diapo. Donc, je commencerai la présentation avec un aperçu du CCNI et les autres panélistes prendront les points suivants. Prochaine diapo. Donc, le Comité consultatif national de l'immunisation, c'est un organisme consultatif d'experts bénévoles qui fournissent des conseils indépendants à l'Agence de santé publique du Canada sur l'utilisation optimale des vaccins au Canada. Donc, parfois, il est donc normal que les recommandations du CCNI soient plus larges ou plus restreintes que les conditions d'utilisation des vaccins approuvés par Santé Canada. Donc, plus tard dans la présentation, on va revenir un peu plus en détail sur les rôles de ces différents organismes qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que leurs recommandations peuvent parfois sembler différentes. Donc, les recommandations qu'émet le CCNI sont de nature consultative parce qu'au final, ce sont les provinces et les territoires qui sont responsables des politiques et des programmes d'immunisation qui sont mis en place dans leur territoire, dans leur juridiction respective. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, le CCNI, depuis le début de la pandémie à la COVID-19, a fourni des recommandations sur l'utilisation des vaccins contre la COVID-19 qui sont autorisés au Canada. Donc, depuis l'autorisation du premier vaccin contre la COVID-19 qui a eu lieu en décembre 2020, et les recommandations du CCNI visaient à atteindre l'objectif canadien en réponse à la pandémie qui est de réduire au minimum la maladie grave et la mortalité en général, ainsi que réduire les perturbations sociales et économiques qui sont survenues du fait de la pandémie de la COVID-19. Donc, les recommandations du CCNI appuient donc de manière continue le travail des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux dans le déploiement des vaccins contre la COVID-19 afin de leur permettre de le faire de la façon la plus efficace, équitable et efficiente possible. Prochaine diapo. Donc, lors de l'émission de ces recommandations, le CCNI évalue la meilleure façon d'utiliser les vaccins contre la COVID-19 afin d'obtenir les plus grands bénéfices en matière de santé publique. Donc, pour cela, il prend en compte la propagation de la COVID-19 au Canada et les risques qui peuvent différer dans certains sous-groupes de population. Il prend également en compte les données sur l'innocuité, l'efficacité potentielle, celle qui est évaluée dans les essais cliniques randomisés, et l'efficacité réelle, c'est-à-dire celle qui est estimée grâce à l'utilisation réelle des vaccins sur le terrain. Donc, en plus de ces données, il prend en compte également l'approvisionnement prévu en vaccins au niveau du Canada et d'autres éléments éthiques qui sont importants dans la prise de décision. Donc, le CCNI a eu à mettre à jour ses recommandations au fur et à mesure que des nouveaux vaccins ont été autorisés au Canada et que de nouvelles informations sur l'utilisation de ces vaccins autorisés étaient disponibles. Donc, à ce jour, le CCNI a publié plusieurs recommandations sur l'utilisation des 4 vaccins qui sont actuellement autorisés au Canada, à savoir les vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen, qui sont tous utilisés pour la prévention de la COVID-19. Et également, en plus de ces recommandations, là, il y a eu des mises à jour qui concernaient, par exemple, la prolongation de l'intervalle entre les doses de vaccins et l'interchangeabilité des vaccins qui est l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Prochaine diapositive.
Donc, on va donc venir à cette diapositive qui met en évidence les rôles de Santé Canada, de l'Agence de santé publique et du CCNI. Donc, on va passer chacune des organisations de manière verticale pour pouvoir illustrer leurs buts, leurs priorités et les données qu'elles examinent pour pouvoir émettre leurs différentes recommandations. Donc, pour commencer, Santé Canada autorise les indications d'utilisation particulière, donc individuelle d'un produit que l'on prévoit être sûr et immunogène et efficace pour l'utilisation chez l'homme. Donc, pour cela, sa priorité donc, est l'administration individuelle des différents produits qui sont utilisés. Et il effectue donc une évaluation de des avantages et des risques du vaccin pour l'individu. Donc, dans le cadre de ce travail, là, les données qu'il examine sont des données précliniques, les données des essais cliniques et les renseignements qui sont fournis sur la fabrication par les différents fabricants de vaccins. Il évalue aussi les données de surveillance après la commercialisation des vaccins et les données scientifiques qui sont publiées et qui permettent donc de mieux éclairer l'analyse bénéfices-risques des vaccins. L'Agence de santé publique, elle, est responsable de la stratégie nationale de vaccination. Donc, l'ASPC va donc faciliter l'application d'une stratégie de vaccination à l'échelle nationale. Et cette stratégie va donc comprendre l'examen et la communication des recommandations du CCNI, la communication de conseils sur le vaccin, leur approvisionnement, leur distribution et d'autres renseignements qui vont donc être fournis en appui aux provinces et aux territoires sur l'administration des vaccins contre la COVID-19. La priorité de l'ASPC va porter sur le nombre de vaccins qui sont administrés, la couverture vaccinale de la population canadienne, les manifestations cliniques indésirables survenant après l'immunisation, les données probantes sur l'innocuité, l'efficacité théorique ou réelle dans des différents vaccins qui sont autorisés au Canada. Donc, pour cela, l'ASPC va utiliser les données probantes les plus récentes, les renseignements réglementaires et logistiques, ainsi que les conseils du CCNI pour pouvoir effectuer son rôle. Maintenant, le CCNI, lui, va émettre des avis. C'est un comité d'experts qui va donc émettre des avis sur l'utilisation optimale des vaccins au Canada. Donc, il va donc recommander des stratégies de vaccination de manière indépendante, ceci afin de favoriser la santé et de permettre de prévenir et contrôler les maladies infectieuses au Canada et de se préparer aux urgences de santé publique et aux interventions qui peuvent survenir le cas échéant. Donc, la priorité du CCNI, c'est l'utilisation optimale des produits pour les programmes de santé publique afin de garantir la santé de la population et des individus. Donc, cela va prendre donc en compte des avantages des vaccins pour les programmes publics ainsi que les besoins particuliers de certains sous-groupes de population ou d'individus qu'on peut retrouver. Donc, pour cela, le CCNI va examiner toutes les données probantes qui sont pertinentes et accessibles sur chacun des vaccins qui sont autorisés et des préparations vaccinales similaires qu'on peut retrouver dans des programmes de santé publique et comparer dans les différents programmes et calendriers de vaccination qui sont existants, le fardeau de la maladie, sa répartition ainsi que la gestion des différentes éclosions. Donc, étant donné la différence dans les rôles de chacun des organismes, le CCNI peut donc, dans le cadre de son mandat, produire des recommandations sur des usages non indiqués ou off-label lorsqu'il existe un besoin évident et que la vaccination est justifiée par les caractéristiques du vaccin, l'épidémiologie de la maladie et une analyse des questions d'éthique et de santé publique. Prochaine diapositive. Je vais passer la parole à Martin qui va prendre la suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous donner un peu le contexte et des éléments de méthodologie. Prochaine diapo. Donc, l'Agence de santé publique du Canada a demandé au CCNI de fournir un avis sur la recommandation d'utiliser ou non un calendrier mixte de série primaire à 2 doses de vaccin pour l'immunisation contre la COVID-19 au Canada. Donc, on savait que c'était juste une question de temps et on devait se pencher sur cette question-là, question qui est très importante d'ailleurs. Et on sait que, de façon générale, quand on a plusieurs différents vaccins, on a cette chose importante qui est l'interchangeabilité des vaccins.
Et on l'a vu et on a ces données-là pour plusieurs types de vaccins, des vaccins contre l'hépatite en particulier, la grippe et aussi la plupart des vaccins qui font partie du calendrier primaire d'immunisation pour les enfants. Donc, on a établi l'interchangeabilité des vaccins dans le passé avec plusieurs vaccins. Et pour la COVID-19, c'est la même chose. On est rendu à ce point-là présentement. Prochaine diapo. Donc, un peu de contexte. Pour pouvoir considérer des vaccins comme interchangeables, on doit s'assurer que ces vaccins-là, premièrement, soient tous autorisés pour être utilisés au Canada et qu'il y a aussi plusieurs caractéristiques tout à fait semblables et comparables. Donc, on parle en particulier d'avoir les mêmes indications, d'avoir des calendriers qui sont similaires et aussi qui doivent viser la même population. Et dans le cas des vaccins contre la COVID-19, on a déjà ça. Ces choses-là sont tout à fait similaires. Quand on regarde aussi en termes d'antigènes, ils doivent être comparables aussi. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait vrai aussi. De façon intéressante, on sait que pour les vaccins à ARN messager comme Moderna et Pfizer, et aussi le vaccin Janssen, la protéine de spicule qui est produite par ces vaccins-là est la même. Et c'est une protéine qui est stabilisée dans la conformation de préfusion. Pour le vaccin AstraZeneca, c'est aussi une protéine de spicule, mais de type sauvage. Et donc, on va avoir différentes configurations et puis ça va inclure aussi la préfusion. Donc, ici aussi, on a quelque chose qui est tout à fait comparable. Et maintenant, dans les prochaines diapos, ce qu'on va faire, on va parler en termes d'innocuité, de réactogénicité, d'immunogénicité et d'efficacité de façon plus détaillée. Prochaine diapo. Donc, en termes de méthode, ce que le CCNI a fait, c'est qu'on a regardé et examiné toutes les données probantes, directes et indirectes, qui étaient disponibles en date du 11 juin 2021, en ce qui regarde l'innocuité et l'immunogénicité des calendriers mixtes ou hétérologues de vaccins à ARN messager et à vecteur viral contre la COVID-19. On a aussi, de façon importante, regardé les considérations éthiques. Et donc, on a appliqué différents filtres éthiques de façon, en termes des dimensions fondamentales et d'ordre procédural tout au long de l'élaboration des recommandations. Parce qu'on veut s'assurer que les principes de justice, de confiance, de respect envers les personnes et les collectivités, ainsi que la réduction des risques par rapport aux préjudices soient respectés. Et comme Jocelyne l'a mentionné tantôt, on continue à regarder les données probantes, on continue à regarder ce qui se passe et l'information qui continue à être générée. Donc, on surveille ça de très, très près et on va mettre à jour nos recommandations comme on l'a fait à plusieurs reprises. On va continuer à mettre à jour nos recommandations au besoin. Prochaine diapo. Donc, ce qu'on a fait comme comité, donc l'ensemble du comité du CCNI a eu des discussions avec tous les membres du comité, donc dans ces réunions plénières, et on a regardé les données probantes de 3 études en particulier qui sont mentionnées ici. Et un peu plus tard, vous allez avoir accès à ces diapositives-là, vous allez pouvoir accéder directement à cette information-là. On sait aussi que par la suite, après ces différentes discussions qu'on a eues, il y a eu d'autres études qui sont survenues et qui ont présenté des résultats. Et ils sont mentionnés ici, il y en a 3 autres. En fait, une de ces 3-là, c'est un suivi d'une première étape, le HILIS, en Allemagne. Et donc, ces données-là sont survenues par la suite, à la suite de la parution de notre recommandation qui date du 1er juin. Donc, on va aussi parler de ces différentes études-là aujourd'hui. Prochaine diapo. Une note importante aussi en termes d'interchangeabilité, c'est la thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par un vaccin. Donc, on a tous entendu parler de ça. On sait que le risque est approximativement un cas sur à peu près 50 000 vaccinations après la première dose d'un vaccin AstraZeneca. Et pour la deuxième dose, présentement, on a établi un risque qui est plus faible, de 1 sur 600 000 à 1 sur 750 000 doses après la deuxième dose d'un vaccin AstraZeneca. Ces données-là, évidemment, continuent à être modifiées au fil du temps alors qu'on recueille de plus en plus d'informations. Surtout présentement, on commence à avoir de plus en plus de monde, point de vue global, qui reçoivent une deuxième dose. Donc, à la suite de cette nouvelle-là, de ce signal important, il y a plusieurs pays qui ont décidé d'opter pour une option hétérologue pour la deuxième dose. Et donc, on a des pays comme le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne et la Suède qui ont déjà publié leurs directives et qui recommandent de compléter la série qui est débutée avec AstraZeneca avec un vaccin ARN messager.
Il y a aussi d'autres pays présentement qui sont en train de regarder ça de façon très attentive et qui prévoient peut-être mettre en place ce même genre de calendrier mixte aussi. Dans les cas de vaccins contre la COVID-19, ce que le CCNI a fait, c'est qu'on a tenu compte de différentes choses. On a tenu compte évidemment de ce risque de TTIV qui est associé à l'utilisation des vaccins à vecteurs viraux. On a aussi regardé évidemment le contexte en termes de disponibilité des vaccins à ARN messager, un contexte qui a changé complètement dans les derniers mois. Et aussi, c'est des vaccins qui ne comportent pas ce risque-là de TTIV. On a aussi inclus des principes généraux de vaccinologie. On a des décennies d'expérience dans ce domaine-là avec plusieurs types d'expertise autour de la table. Et on a regardé aussi des données probantes sur l'innocuité, l'immunogénicité d'un calendrier mixte, des données qui commencent à apparaître de plus en plus. Donc, on commence à avoir de l'information de ce côté-là aussi de façon plus spécifique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, les preuves scientifiques, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on savait déjà d'emblée, en termes d'études précliniques chez des animaux, qu'un calendrier mixte était en fait très favorable. On avait une réponse immunitaire qui était robuste après la deuxième dose de vaccin. Quand on parle, juste pour être clair, quand on parle de vaccination hétérologue ou mixte, on parle d'un calendrier vaccinal primaire qui utilise des différents vaccins, comme par exemple AstraZeneca, suivi d'un vaccin de Pfizer, par exemple. Donc, on sait aussi qu'on a des expériences antérieures avec le vaccin contre le virus Ebola et on a regardé des calendriers mixtes entre des vaccins adénovirus et à virus modifié de la vaccine d'Ankara. Et on avait aussi là des choses très intéressantes et positives de ce côté-là. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Merci. Donc, en termes d'innocuité, on a regardé la réactogénicité au travers les différentes études que vous voyez ici. Et en fait, c'est très intéressant. Donc, réactogénicité, ce qu'on parle, c'est une réaction locale ou systémique à la suite d'un vaccin. Et on voulait s'assurer qu'avoir un calendrier mixte ne causerait pas de problème, soit des problèmes importants, des réactions importantes, ou des réactions plus intenses, si on veut, comparées à un vaccin standard, soit avec seulement AstraZeneca ou seulement avec Pfizer. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont regardé différentes choses, mais dans l'ensemble, on sait qu'on ne trouve rien d'inquiétant en termes de calendrier mixte. Donc, il n'y a pas d'événements ou d'événements secondaires à la vaccination qui sont inquiétants. Et dans certains cas, on voit que peut-être même la réactogénicité est peut-être moindre ou peut-être augmentée. Donc, c'est très intéressant. Ils ont différents protocoles. On va en parler peut-être un peu plus tard de façon plus détaillée. Prochaine diapo. Donc, maintenant, on regarde l'immunogénicité. C'est sûr que ça, c'est très, très important. On veut s'assurer que un calendrier mixte va aussi produire une réaction immunogène aussi importante. Donc, c'est ce qu'on a regardé et il y a certaines études, puis on va passer en revue quelques-unes plus en détail et ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'effectivement, la réponse est au moins aussi bonne. Donc, l'immunogénicité, c'est la capacité de produire une réponse immunitaire, que ce soit au niveau des anticorps ou humorales ou une immunité cellulaire. Donc, une des études, c'est la Combivac qui a été établie en Espagne avec plusieurs centaines de participants, donc ça, c'est intéressant, qui ont reçu une deuxième dose de Pfizer et avec un intervalle de 8 à 12 semaines après une première dose d'AstraZeneca. Donc, quand on compare à la réponse immunitaire de référence, et dans ce cas-ci, ce qu'on regarde, c'est après avoir reçu la première dose d'AstraZeneca, et on mesure ça avant la deuxième dose, ce qu'on voit, c'est qu'après la deuxième dose, il y a une augmentation très importante des types d'anticorps c'est le site de connexion. Donc, on regarde ce type d'anticorps-là très particulièrement, et cette augmentation-là est très importante, environ 80 fois, 2 semaines après la deuxième dose. Et on sait que même l'apparition de ces anticorps-là est très rapide. Dès le jour 7, on commence à voir déjà une augmentation de ces anticorps-là. Il y a aussi les anticorps antispicules de façon plus générale qui ont été regardés et ça a augmenté aussi de façon très importante 2 semaines après la deuxième dose. Maintenant, on regarde aussi les anticorps neutralisants et ceux-là aussi ont augmenté d'environ 45 fois, donc de façon très importante, après la deuxième dose. Donc, ce qu'on voit ici, c'est après la deuxième dose avec Pfizer, qui a suivi une première dose d'AstraZeneca, une réponse immunogénique très positive, très importante. Donc, c'est très favorable. Prochaine diapo.
On regarde aussi l'étude de Gross et ses collaborateurs en Allemagne. Même chose, sauf que dans ce cas-ci, bon, il y a des différences. Les différences, c'est que cette étude-là, il y a beaucoup moins de sujets qui ont été inclus. Ils ont reçu une dose d'AstraZeneca. Ça a été suivi par une deuxième dose de Pfizer à un intervalle de 8 semaines. Donc, il faut noter que l'intervalle aussi, c'est important. Ce n'est pas toujours le même dépendant de l'étude. La réponse immunitaire humorale et aussi cellulaire, les deux, ont été comparées à celles de sérums qui ont été obtenus précédemment chez des gens qui avaient reçu le vaccin ou la série complète Pfizer, mais ils ne mentionnaient pas malheureusement l'intervalle qui avait été regardé dans ce cas-là, si c'était par exemple 3 semaines ou un intervalle qui avait été prolongé. Donc, on compare à des choses qui avaient été faites dans le passé avec un protocole AstraZeneca première dose, Pfizer deuxième dose. Donc, quand on regarde ça, les résultats qui ont été obtenus à partir de cet échantillon-là, qui était quand même limité, était petit, ont indiqué qu'il y avait une augmentation des IgG, des IgA et des anticorps neutralisants après la deuxième dose. Donc, ça regarde bien. Les taux cumulatifs d'IgG et d'IgM et les types d'anticorps neutralisants, que ce soit par rapport au pseudovirus ou les variants qui sont mentionnés ici, alpha et bêta en particulier, étaient plus élevés que ceux obtenus dans le sérum Pfizer et Pfizer, obtenus antérieurement, ce qui est quand même intéressant à noter. Prochaine diapo. Ici, l'étude de Hillis et ses collaborateurs en Allemagne, on parle de quelques centaines de travailleurs de santé qui n'avaient jamais été infectés par le virus au départ et qui avaient reçu une première dose d'AstraZeneca et suivi d'une deuxième dose de Pfizer, 10 à 12 semaines, encore un intervalle prolongé, et qui ont été comparés à 189 sujets qui avaient reçu 2 doses de Pfizer et dans ce cas-ci, un intervalle de 3 semaines. Donc, il y a une différence entre le groupe mixte et le groupe homologue pour la série vaccinale. Les réponses qui ont été mesurées 3-4 semaines après chaque dose sont intéressantes. Donc, le niveau d'anticorps après la première dose, AstraZeneca ou Pfizer, dépendant du groupe, était plus faible. Ce qu'on voit, c'était plus faible avec AstraZeneca qu'avec Pfizer. Les deux schémas posologiques ont produit des anticorps à avidité élevée après la deuxième dose, que ce soit hétérologue ou homologue. Et l'avidité était légèrement plus élevée avec AstraZeneca et Pfizer, comparativement à 2 doses de Pfizer qui avaient été données de façon rapprochée. Les concentrations d'anticorps et d'anticorps neutralisants liants étaient similaires après la deuxième dose dans les 2 schémas qu'on avait présentés tantôt. Et les réactions aux cellules T anti-S1 étaient 35% plus élevées après la série AstraZeneca suivie de Pfizer, comparativement à la série 2 doses de Pfizer. Prochaine diapo. Et maintenant, l'étude Barros-Martens en Allemagne, en termes d'immunogénicité, c'est une étude observationnelle auprès de professionnels de la santé qui avaient reçu une première dose AstraZeneca et qui n'avaient jamais été infectés par le virus. On leur avait offert soit l'AstraZeneca ou le Pfizer comme deuxième dose, avec un intervalle, ici aussi, un intervalle prolongé. Et une bonne proportion avait reçu le vaccin AstraZeneca et un peu plus avait reçu le vaccin Pfizer comme deuxième dose. Donc, on a mesuré par la suite leur réponse immunitaire après la première dose et aussi après la deuxième dose. Et ce qu'on a vu, c'était que les compléments de dose des IgA et IgG antispécules étaient plus élevés après une deuxième dose de Pfizer comparativement à une deuxième dose d'AstraZeneca. Et on voit ici là, dans quelle proportion. Et des anticorps neutralisants ont été détectés après la deuxième dose de Pfizer contre la souche de Wuhan, les variants alpha, bêta et gamma, chez tous les participants sauf 2 contre le variant bêta. La dose de rappel pour un vaccin homologue a conduit à une augmentation modeste des niveaux d'anticorps neutralisants contre le variant alpha, mais n'a démontré aucun effet contre les variants gamma et bêta. Ça aussi, c'est important. Multiplication plus importante des lymphocytes B spécifiques antispicules, des lymphocytes CD4 et des lymphocytes T CD8 après la deuxième dose dans le calendrier de vaccination hétérologue. Et la série hétérologue a également été associée à une augmentation du taux d'interféron gamma sérique stimulé par les protéines de spicule. Prochaine diapo. Donc, j'ai présenté beaucoup d'informations techniques. C'est juste, en fait, c'est ce qu'on a regardé comme comité. Et malheureusement, à ce point, si on n'a pas encore de preuves d'efficacité théorique ou pratique, ce n'était pas disponible, mais on continue à regarder ça. On s'attend à en avoir de disponible dans un futur rapproché et on va évidemment regarder ça de très près et on va adapter notre recommandation s'il y a lieu aux besoins. Prochaine diapo. Donc, maintenant, je passe la parole à Robin.
Merci, Martin. Bonjour. Maintenant, nous allons aborder les recommandations du CCNI sur l'interchangeabilité des vaccins autorisés contre la COVID-19. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On va commencer premièrement avec une série débutée par un vaccin à ARN messager. S'il est facile d'accès, le même vaccin à ARNM contre la COVID-19 devrait être offert pour la dose subséquente dans une série vaccinale amorcée avec un vaccin à ARNM. C'est une forte recommandation du CCNI. Facilement disponible signifie que le produit est disponible au moment de la vaccination sans délai ni gaspillage du vaccin. Si le même produit n'est pas facilement disponible, un autre vaccin à ARNM est considéré comme étant interchangeable et devrait être utilisé pour terminer la série s'il est autorisé pour le groupe d'âge en question. Par exemple, pour compléter une série débutée avec le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, avec le vaccin contre la COVID-19 de Moderna et vice-versa. Forte recommandation du CCNI. La dose précédente doit être comptée et il n'est pas nécessaire de recommencer la série. Diapo suivante, s'il vous plaît. Maintenant, on va parler d'une série débutée par un vaccin à vecteur viral. Le CCNI recommande que bien qu'on puisse offrir soit le vaccin d'AstraZeneca ou Covishield ou un vaccin à ARNM, pour la deuxième dose d'une série de vaccins contre la COVID-19 débutée par un vaccin d'AstraZeneca ou Covishield. Pour cette deuxième dose, un vaccin contre la COVID-19 à ARNM est préférable à celui d'AstraZeneca Covishield. Ceci est en raison des preuves nouvelles et émergentes que vous avez juste bien entendues, qui incluent la possibilité d'une réponse immunitaire potentiellement meilleure avec ce calendrier de vaccination mixte et de l'innocuité des calendriers vaccinaux hétérologues. Quel que soit le produit offert, une série complète de 2 doses est importante pour obtenir une protection complète et la dose précédente doit être comptée et il n'est pas nécessaire de recommencer la série. Alors, même chose ici. Diapo prochaine, s'il vous plaît. Pendant la pandémie, comme vous connaissez bien, c'est une situation qui évolue rapidement et toujours, constamment. Alors donc, consultez s'il vous plaît le site web plusieurs fois et voilà le site web pour vous pour les recommandations. On avait des nouvelles le 17 juin et ça inclut interchangeabilité. Vous pouvez lire tous les documents ici. Diapo suivante, s'il vous plaît. Abonnez-vous aux publications du CCNI et aux mises à jour du Guide canadien d'immunisation. Si vous n'avez pas inscrit déjà, s'il vous plaît, abonnez-vous. Diapo suivante. Il y a une autre chose qu'on veut vous montrer, c'est une trousse à outils pour les fournisseurs de soins de santé de l'ASPC. C'est vraiment une ressource excellente. Il y a des petits trucs là-dedans, alors je vous encourage de regarder si vous n'avez pas déjà. Diapo suivante. Et pour les plus de webinaires de l'ASPC sur la COVID-19, visitez s'il vous plaît les sites web ci-dessous. Diapo suivante. Merci. Oui, bonjour. Merci, Robin. J'apprécie beaucoup votre contribution ici, ainsi que celle de tous les autres conférenciers d'aujourd'hui. Avant de passer à la période de questions et réponses, j'aimerais vous rappeler qu'un lien vers l'enregistrement de la présentation va être disponible et va vous être envoyé par courriel à partir du site de Canvax. Vous pourrez aussi y trouver la présentation qui vous a été montrée aujourd'hui. Nous vous invitons à participer au webinaire aujourd'hui en nous posant des questions en utilisant l'onglet qui est en bas de votre écran sur l'application. Nous pourrons répondre aux questions qui ont trait à l'interchangeabilité des vaccins pour la COVID-19. Nous vous invitons
avant de continuer plus loin à participer à notre prochain webinaire. Donc, la semaine prochaine, nous avons un webinaire en anglais sur les vaccins et les variants. Je sais qu'il y a beaucoup de questions que nous avons déjà reçues à ce sujet-là. Nous espérons pouvoir y répondre à notre prochain webinaire. Ce même webinaire sera disponible en français le 28 juin. Ces deux webinaires-là seront offerts à travers notre autre partenaire, donc le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses. Vous pourrez trouver l'information d'enregistrement au site web www.nccid.ca. Bon, alors, sans plus tarder, je vais voir quel genre de questions nous avons. Nous avons reçu plusieurs questions, en fait, au moment de votre enregistrement et j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir fait ceci. Plusieurs de ces questions-là étaient aussi répétitives, alors nous allons commencer par les adresser. La première question que nous avons reçue, qui était quand même assez populaire, concernait la co-administration des vaccins. Donc, j'aimerais inviter Monsieur Dr. Lavoie à venir nous expliquer, est-ce qu'on peut donner d'autres vaccins en même temps que les vaccins de la COVID? Oui, merci Annie. En fait, c'est une question très fréquente et aussi une question qui est très, très importante. À ce moment-ci, on recommande d'essayer d'espacer les vaccins et je vais vous expliquer pourquoi. Et l'espacement entre les vaccins, ce qu'on recommande, c'est que tout vaccin avant le vaccin contre la COVID-19, qu'il y ait un espace d'au moins 2 semaines, et tout vaccin qu'on va donner après un vaccin contre la COVID-19, qu'il y ait un espace d'environ d'au moins 28 jours. Donc, c'est sûr que c'est une recommandation qui est générale. On essaie de suivre cette recommandation-là dans la mesure du possible. En particulier, ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'il n'y a pas d'interférence entre les différents vaccins. On n'a pas encore beaucoup de données probantes là-dessus de façon très détaillée. Et donc, c'est une des considérations. Et l'autre aussi, c'est pour ne pas mélanger les effets secondaires d'un vaccin par rapport à un autre s'ils sont très rapprochés et créer un peu de confusion. Donc, c'est sûr que c'est une recommandation qui est importante, mais en même temps, il y a beaucoup d'exceptions. C'est sûr que dans des situations où ça devient très important d'immuniser quelqu'un contre toute autre maladie, particulièrement la personne est à risque parce qu'elle a été exposée, donc on parle d'une immunisation post-exposition. Donc, à ce moment-là, il faut s'assurer de donner l'autre vaccin, peu importe l'intervalle. Donc, c'est très, très important. On peut le donner en même temps, on peut le donner avant ou après. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une règle absolue. Il y a aussi d'autres situations où, par exemple, ça peut être important et c'est le jugement clinique qui va primer, c'est sûr. Donc, s'il y a une raison qui est très importante de donner un vaccin sans respecter ces intervaux-là, donc c'est ça qu'on va recommander. Oui, exactement. Et j'aimerais juste ajouter, vous pouvez lire, c'était juste hier, le 17 juin, on a ajouté les exceptions que Martin parle de maintenant. Alors, vous pouvez lire ça au site web, le CCNI vaccin pour COVID-19. Merci beaucoup. La prochaine question qu'on a reçue répétitivement était, comment est-ce qu'on pourrait savoir si on donne une série de vaccins mixtes, lequel des vaccins aurait causé une réponse indésirable s'il y avait un des effets secondaires, un ESSI par exemple? Est-ce que ça pose peut-être un problème potentiel que d'avoir des séries mixtes à ce sujet-là? Donc, j'aimerais inviter Dr. Zafak à répondre à cette question-ci. S'il vous plaît. Merci Annie. C'est une bonne question et qui va être un peu en lien à ce que Martin et Robin ont déjà précisé précédemment. Donc, tel qu'on l'a dit déjà, l'écart qu'il y a entre les 2 doses de vaccin vont permettre, en général, si c'est un vaccin inactivé, on s'attend à avoir les effets secondaires dans les 7 premiers jours. Donc, lorsqu'il y a un écart entre les 2 doses qui est de plusieurs semaines, ça permet déjà de faire la différence entre les effets qu'on peut attribuer à une dose par rapport à l'autre. Et actuellement, l'Agence de santé publique et Santé Canada travaille très activement à faire la surveillance de la sécurité des vaccins après la commercialisation grâce aux systèmes de surveillance passive et active qui sont en place et en collaboration avec les provinces et les territoires au Canada. Donc, on s'assure lorsqu'il y a des déclarations de manifestations cliniques indésirables après la vaccination,
qui surviennent après la deuxième dose, on travaille activement à ce que dans cette déclaration-là, des informations par rapport à la première dose soient également recueillies, le type de vaccin qui a été administré à la première dose et l'écart qu'il y a eu entre les différentes doses de vaccin. Donc, tous des éléments qui nous permettront dans l'évaluation de cette manifestation clinique indésirable et est-ce qu'elle peut être attribuée à la première ou à la deuxième dose. Oui, c'est quelque chose, on continue de regarder les épreuves, des nouvelles, les mises à jour. On a entendu, il y a de réactogénicité, mais pas des effets secondaires sérieux, mais on regarde toujours et il y a les études qui se passent maintenant et ça va nous aider pour continuer avec la confiance au futur. Super. Une question qui nous est revenue souvent, c'était afin de clarifier la signification dans la recommandation de facilement disponible ou en anglais, on voyait souvent readily available. Est-ce que vous seriez en mesure, Dr. Lavoie, de nous expliquer qu'est-ce que ça pourrait signifier? Oui, en fait, c'est une question aussi qu'on a entendue souvent. Quand on dit si ce n'est pas disponible de façon facile, la recommandation, si on se rappelle, la recommandation, c'est d'essayer d'utiliser le même type de vaccin, en fait, le même vaccin, la même compagnie pour la deuxième dose. Mais on sait aussi que ce n'est pas dramatique. Quand on regarde en particulier les vaccins à ARN messager, c'est des vaccins qui sont très, 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 très semblables, pas identiques, mais quasiment. Et on n'est pas inquiet si jamais on devait, dans certains cas, utiliser l'autre vaccin. Par exemple, si on commence avec Pfizer et que pour toutes sortes de raisons, le vaccin Pfizer n'est pas disponible, soit dans une municipalité ou une localité particulière ou en termes de délai. Donc, on pourrait utiliser le vaccin Moderna et ça ne nous inquiète pas. Mais c'est sûr que de façon générale, notre recommandation, c'est d'utiliser le même vaccin pour les deux doses. Donc, il y a toutes sortes de considérations. On sait que le nombre de vaccins disponibles en termes de dans les différentes provinces, puis aussi quand on les envoie dans les différentes communautés, il peut y avoir des considérations très logistiques qui peuvent rendre un vaccin en particulier pas disponible ou moins disponible dans certaines parties d'une province, par exemple. Et ce qu'on ne veut pas, c'est on ne veut pas créer de délai, par exemple, de plusieurs semaines parce qu'on tient absolument à recevoir le même vaccin pour la deuxième dose. On sait qu'un délai, c'est jamais favorable. La COVID-19 continue de circuler. On veut rapidement avoir la deuxième dose. La deuxième dose est très importante pour une protection maximale, puis aussi une protection qui va durer. Donc, on regarde tout ça et ce que je vais répéter un peu la recommandation, on essaie d'utiliser le même vaccin, c'est la préférence, mais dans des situations où ça pourrait créer un délai ou tout simplement dans certaines zones, ce n'est pas disponible, c'est aussi tout à fait acceptable à ce moment-là, dans ces conditions-là, d'utiliser l'autre vaccin ARN messager. Donc, Moderna, Pfizer ou Pfizer, Moderna. Oui, exactement. Et je vais juste, une autre fois, le but est d'avoir 2 doses. Et maintenant, à ce point dans la pandémie, le but est d'avoir 2 doses maintenant. Mais ça peut que ça change au futur. J'espère que ça change le sens de urgence. Ça va évoluer. Mais il y a les considérations pour l'individuel aussi. Alors, Dr. Lavoie parle de la population et l'individuel et ça peut arriver, il y a une personne, il peut venir demain pour quelque chose d'autre, c'est facile pour lui ou elle, c'est OK, c'est pas grand-chose. Mais pour les autres, le temps est maintenant, il n'y a pas beaucoup de flexibilité. Alors, les recommandations vous donnent un petit peu de flexibilité pour considérer cet individuel et les considérations programmatiques, comme Dr. Lavoie a bien expliqué. On nous demande aussi dans les questions aujourd'hui des clarifications sur les recommandations de la SPC sur les deuxièmes doses pour les personnes qui ont reçu en premier le vaccin d'AstraZeneca.
Par exemple, pour les personnes qui ont reçu l'AstraZeneca et puis on recommande maintenant de donner le Pfizer comme deuxième dose, mais le Pfizer pourrait quand même être en disponibilité limitée à certains temps de l'année, tout dépendant des livraisons, de la logistique de ce qu'on reçoit. Est-ce qu'on devrait donner le vaccin AstraZeneca à ces personnes-là au lieu d'un vaccin à ARNM? J'aimerais inviter Dr. Lavoie. Pourriez-vous Dr. Lavoie ou Dr. Harrison, si vous pourriez nous revisiter avec nous les directives concernant les personnes ayant reçu une première dose d'AstraZeneca? Bien, je vais peut-être commencer. Dr. Lavoie, vous pouvez m'aider. Pardon, de temps en temps, c'est possible, je vais changer à anglais, mais je vais essayer mon mieux pour parler clairement ici et pour faire certain que j'ai bien compris. Mais pour les personnes qui ont reçu une première dose de AstraZeneca, la situation au Canada a changé vitement. On a beaucoup de vaccins ARN messagers maintenant. C'est vraiment un temps différent. Alors, vous voyez la recommandation préférable pour ARN messager. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais une des raisons est à cause de VITT. Alors, il faut parler à une personne qui veut une deuxième dose AstraZeneca. C'est un choix, c'est possible, mais il faut parler de la risque et vous avez bien entendu sur les diapositives de Dr. Lavoie, le risque est réduit avec, il semble que c'est réduit avec la deuxième dose, mais c'est là, alors il faut parler de ça. Et il faut parler, si vous dites que vous n'avez pas l'accès au vaccin de ARN messager, il faut bien compris, combien de temps est-ce que ça va être? Parce qu'on a beaucoup au pays maintenant. Alors, il faut clairement donner l'information et avec cette information, on fait un choix qui est le bon choix pour l'individuel. On connaît que les deux types de vaccins protègent l'individuel bien contre les choses, nos buts pour la pandémie. C'est de prévenir l'hôpitalisation, la maladie très sévère et de mourir. Alors, les vaccins vont marcher, c'est une bonne chose pour les buts qu'on a qui sont surtout importants. Alors, pour toutes les personnes qui ont déjà reçu deux doses d'AstraZeneca, c'est une bonne chose. Vous avez un vaccin autant que vous avez besoin. Mais maintenant, lorsqu'on a un change avec les vaccins qui sont ici et on a des choix comme vous avez vu dans la recommandation. Je ne sais pas si c'était clair, Dr. Lavoie, Dr. Zefak, peut-être vous pouvez, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, en fait, c'était très clair. Robin, je pense, le point que je veux répéter parce que vous l'avez mentionné, c'est que les gens se posent la question, par la suite, j'ai reçu deux doses d'AstraZeneca, est-ce que je vais être aussi bien protégé? La protection, dans les deux cas, que ce soit le calendrier mixte ou le calendrier homologue, la protection est excellente à tous les points de vue. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ce côté-là. Oui, merci. OK. Alors, on a reçu plusieurs questions au sujet de un peu plus tôt avant les enregistrements, à savoir si on doit attendre, est-ce qu'on doit attendre 12 semaines avant de donner la deuxième dose dans tous les cas tels que ça avait été mentionné? Est-ce que c'est une obligation d'attendre aussi longtemps que ça? Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être, Dr. Lavoie, seriez-vous en mesure de répondre à cette question-là? Oui, en fait, la question sur l'intervalle entre les deux doses, c'est une question qui a été posée il y a déjà plusieurs mois et qui a été débattue, si on veut, mais on sait qu'on a beaucoup d'informations maintenant qui nous disent que la protection avec une dose, elle est excellente. En fait, elle est très, très proche de la protection avec deux doses et aussi qu'elle est très, très bonne pour plusieurs mois. Donc, l'intervalle, c'est sûr que la recommandation initiale, c'est seulement de quelques semaines entre la première dose et la deuxième dose pour Pfizer et Moderna. Et pour AstraZeneca, on s'est rendu compte et on voit que c'est entre 8 et 12 semaines qui serait l'intervalle qui serait le plus approprié. Bon, ceci étant dit, on a étendu, si on veut, cet intervalle-là, et ce qui est tout à fait acceptable parce que la protection, elle est excellente.
Mais on l'a fait pour plusieurs raisons. On l'a fait parce que, surtout à cette période-là, il y a quelques mois, il y avait beaucoup de transmission du virus dans nos communautés. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui se ramassaient à l'hôpital, des personnes qui étaient aux soins intensifs et des personnes qui décédaient. Donc, le risque était extrêmement élevé. Et aussi, on avait très peu de vaccins. Et donc, ce qu'on a réussi à faire avec ces données-là qui nous disaient que c'était tout à fait approprié d'étendre l'intervalle, c'était qu'on pouvait immuniser beaucoup plus de personnes avec leur première dose. Mais là, on est dans une période où la quantité de vaccins a augmenté et continue d'augmenter. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est capable, les programmes d'immunisation sont capables de ramener l'intervalle à un certain nombre de semaines, beaucoup moins que 16 semaines qu'on préconisait pendant un certain temps. Donc, on l'avait établi jusqu'à 16 semaines ou jusqu'à 4 mois. Et là, c'est maintenant ce qu'on se rend compte, c'est l'épidémiologie, le risque de COVID-19 a beaucoup changé. La plupart des gens ont reçu leur première dose et aussi, on a beaucoup de vaccins disponibles, ce qui nous permet de réduire cette période-là. Donc, chaque province et territoire ont probablement un intervalle un peu différent, mais on voit la diminution, on le voit diminuer à 8 semaines dans certains cas, compte tenu de toutes ces raisons-là. Est-ce qu'il y a un intervalle qui est idéal? Donc, on est rendu autour de 7, 8, 10 semaines présentement. On sait que l'intervalle préconisé standard serait de 3 ou 4 semaines, dépendant si c'est Pfizer ou Moderna. La réponse est probablement entre les deux. On a certaines indications qui nous disent qu'un intervalle de 3 ou 4 semaines, c'est peut-être un peu court quand on regarde la robustesse de la deuxième dose, donc l'effet booster, est plus important quand on a plus de semaines entre la première dose et la deuxième dose. Donc, tout ce qui se retrouve entre les deux, c'est excellent. Là, ce qu'on essaie de voir, c'est comment on peut maximiser, si on veut, c'est quoi le meilleur intervalle pour maximiser la réponse avec la deuxième dose. Donc, toutes les réponses sont bonnes présentement. On savait qu'on pouvait l'étendre jusqu'à 16 semaines. Donc, tout ce qui se retrouve entre 3 semaines ou 4 semaines jusqu'à 16, c'est bon. Et là, présentement, c'est plus des considérations pratiques qui fait qu'on peut diminuer l'intervalle présentement. Oui, exactement. Et si vous allez au site web pour le CCNE pour vaccin pour COVID-19, vous voyez qu'on dit l'intervalle minimum, ça dépend du produit que vous avez premièrement. Alors, si vous avez une série hétérologue, si vous voulez dire ça avec de ARNM, vous allez avec le produit que vous avez reçu premièrement. Mais si c'était hétérologue avec AstraZeneca, alors c'est 4 semaines minimum, mais comme Martin a dit, jusqu'à 16 semaines. Merci. C'est une question qui nous avait été posée par plusieurs personnes avant la session ainsi que durant la session. Ceci conclut la période de questions et réponses. Dr. Lavoie, Dr. Harrison, Dr. Zafak, je vous remercie chaleureusement d'avoir pris le temps aujourd'hui de partager votre expertise avec nous. C'est extrêmement apprécié. Pour les participants, j'espère que ce webinaire sur l'interchangeabilité des vaccins approuvés contre la COVID-19 vous a été utile et a su répondre à vos questions pour votre pratique clinique. Avant de clore le webinaire, je vous rappelle encore que vous allez recevoir un enregistrement du webinaire par courriel dans les jours qui viennent et que vous aurez accès par les hyperliens sur les diapositives aux articles scientifiques que l'on a cités durant le webinaire. Pour consulter les enregistrements, vous pouvez aussi, pour l'événement d'aujourd'hui, vous pouvez aussi aller sur canvax.ca parce qu'ils seront là. Lorsque vous quitterez le webinaire, nous vous demandons de compléter une évaluation pour nous indiquer si vous avez apprécié le webinaire ou non et comment est-ce qu'on peut répondre à vos besoins encore mieux dans le futur. Vos commentaires sont vraiment les bienvenus. Encore, je vous remercie tous d'avoir participé au webinaire aujourd'hui. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. Et puis, on vous revoit possiblement la semaine prochaine pour les vaccins sur les variants et les vaccins. Merci et bonne journée.